sur la production. Alors pareil, je m'occupe de l'introduction et c'est Simon ensuite à qui je passerai la parole pour le détail côté production ENR en Occitanie. L'image globale, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais donc encore une fois, tout est question d'équilibre et l'objectif REPOS en Occitanie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'équilibrer la production et la consommation. Donc il va falloir à la fois agir, donc vous avez encore un graphique en brique sur la droite avec production et consommation. Donc l'idée, c'est de réduire les consommations, évidemment, et d'augmenter la production d'énergie renouvelable, pas n'importe quelle production, uniquement la production d'énergie renouvelable, de façon à ce que toute la consommation occitane soit couverte par la production d'énergie renouvelable occitane. Et ça, c'est l'objectif REPOS pour 2050. Donc, vous voyez qu'il y a encore du travail. Donc, on a même code couleur que tout à l'heure. Donc, là, on se focalise vraiment sur la partie droite de la page, avec les briques jaunes de consommation qui sont les 9 TWh. Donc, ici, donc, TWh, c'est l'unité de consommation d'énergie. Ici, on a réussi depuis 2015, entre 2015 et 2023, à réduire de 9 TWh la consommation énergétique de la région. On a réussi du côté production à augmenter la production d'énergie renouvelable de 7 TWh. Donc on voit qu'on rapproche les deux côtés, mais il y a encore pas mal de travail. Et donc vous avez ensuite en vert, rouge et bleu les objectifs séquentialisés. Selon la trajectoire REPOS, donc qui a été née en 2015 et qui a été mise à jour depuis, et qui va continuer à être mise à jour, donc qui est la grande stratégie de la région pour l'équilibre en 2050. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a encore pas mal de briques à construire du côté de la production et à réduire du côté des consommations. Mais la trajectoire va déjà dans le bon sens. Et donc, maintenant on parle de la gauche de la page ici, on parle de production d'ENR par filière et de consommation d'énergie par secteur. Donc par exemple les filières, ça va être de production, ça va être le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur, l'éolien, etc. Donc on va avoir différentes filières de production qui sont pour le coup des filières économiques et qu'il faut développer. Et donc qui vont prendre différentes parts dans cette production d'ENR et une évolution, c'est ce dont Simon va vous parler ensuite. Et on a aussi de l'autre côté les consommations qui vont se décliner de la même façon qu'Émilie l'a fait pour les consommations les émissions de gaz à effet de serre. Ici, on peut aussi le faire pour la consommation d'énergie avec des secteurs qui vont occuper différentes parts. Donc ça, on le détaillera juste après. Et ce qui est important, en fait, s'il y a un chiffre à retenir, c'est justement dans le cadre de cet objectif REPOS, c'est que un peu plus d'un quart, on en est à un peu plus d'un quart de la consommation d'énergie de l'Occitanie qui est couverte par la production d'ENR en 2023. Donc on est à un quart et il faut arriver à 100% d'ici 2050. Donc il y a encore pas mal de travail. Et je vais de ce pas passer la parole à Simon pour nous parler production d'énergie renouvelable. Effectivement, concernant la production, on voit qu'on est en 2024 à 34 TWh au global, comme l'a évoqué Sébastien. On a une augmentation du coup d'environ 27,5% depuis 2015, dont 3% sont attribuables à la dernière année, donc à l'augmentation sur 2024. D'un point de vue vecteur, cette production se décompose principalement en trois vecteurs, que sont l'électricité, la chaleur et le gaz, et avec une grande majorité pour l'électricité et la chaleur qui représentent respectivement 53 et 46% de la production totale. Ce qu'on vous propose derrière, c'est de faire un peu un zoom par vecteur pour un peu avoir le détail par filière et le poids de chacun. Et donc pour ça, je vais passer directement la parole à Émilie qui va vous présenter les filières attachées à la production électrique. Merci Simon. Du coup, justement, vous avez le pointillé qui permet de séparer justement cette partie non ENR de la partie ENR avec sur la droite la filière hydroélectricité, bioénergie, photovoltaïque, éolien, avec ces 18,8 TWh de production d'énergie renouvelable. Et on va rentrer justement sur ces filières d'énergie renouvelable avec un graphique qui permet justement, donc sur les barres en gris, vous avez la puissance installée. Donc la puissance installée dans l'historique, en fait, on voit sur, par exemple, le solaire photovoltaïque ici jusqu'en 2024, avec une progression
spectaculaire en fait pour atteindre les 4,4 TWh et ce qui représente en fait sur la partie en jaune la production annuelle avec, sur la droite, vous avez les objectifs qui sont définis pour REPOS pour 2030 et 2035, avec le PV qui est donc dans les clous, en tout cas sur les objectifs REPOS, avec une accélération en tout cas depuis 2022. Sur la filière éolien, on va retrouver le même graphique avec cet historique. Ah, pardon, Sébastien. Avec une petite baisse qui était apparue en tout cas jusqu'à 2020-2022. Et en fait, sur les 2 dernières années, en fait, on a justement regagné ces puissances d'éolien pour revenir dans la trajectoire. Avec donc cet objectif, en tout cas 2030 et 2035, qui paraissent donc difficiles à atteindre sur cette filière éolien uniquement terrestre. La filière suivante qui va être justement l'hydroélectricité, donc là on n'a pas du tout le même type de graphique, c'est-à-dire qu'on va retrouver la capacité à installer donc les barres en grise qui sont assez stables, puisque du coup le parc reste assez stable. Mais en fait, c'est à ce niveau-là en fait, que tous les graphiques camembert, en tout cas que vous retrouvez dans les plaquettes ou autres, sont vraiment différents, puisque d'une année à l'autre, en lien avec le climat ou autre, vous avez justement des grosses variations de production qui seront identifiées. Pour la filière suivante, je vais repasser sur la chaleur à Simon. Merci Émilie. Donc pour ce qui est de la chaleur, effectivement, quand on pense production ENR, on a beaucoup en tête l'électricité, mais la chaleur pour l'Occitanie représente quasiment la moitié de la chaleur renouvelable produite. Il convient de noter du coup qu'on est autour de 16, un peu plus de 16 TWh et que c'est une grosse proportion, une grosse division entre bois énergie et pompe à chaleur avec 2 tiers pour le bois et 1 tiers pour les packs. Au sein de la partie bois énergie, on a là aussi une division de 2 tiers, 1 tiers, avec 2 tiers pour le bois domestique, c'est-à-dire le chauffage directement à la maison, et celle de chaufferie biomasse, donc c'est-à-dire là plutôt du chauffage centralisé, avec parfois réseau de chaleur et autres réseaux d'acheminement. Donc ce qu'il convient de noter, c'est que on a sur la plus grosse partie de cette production de chaleur, quasiment les 2 tiers, on n'est pas sur un passage par réseau, on est sur de la production domestique, que ce soit les packs ou le bois domestique, ce qui fait qu'on n'a pas un suivi aussi mesurable que peut l'être l'électricité qui, elle, naturellement, hors autoconsommation, passe par le réseau et donc peut être mesurée précisément par les gestionnaires de réseau. Donc il faut comprendre que l'estimation en chaleur renouvelable, c'est une estimation, ce n'est pas une mesure et la valeur en tant que telle doit être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un ordre de grandeur. Si on zoome un petit peu, par exemple, sur les pompes à chaleur, on voit que l'information qu'on a, on ne peut pas avoir à la sortie des pompes à chaleur de chaque personne un indicateur spécifique. Donc, on va reconstituer, avec les données disponibles mises à disposition par des acteurs nationaux, l'information possible pour arriver à une estimation de la production associée. Donc, si on prend l'exemple des pompes à chaleur, on a une donnée qui est disponible nationale et occitane de nombre de ventes par an, une puissance moyenne associée et un coefficient de performance. De ces 3 chiffres-là, en le croisant avec une estimation du taux de renouvellement pour différencier les pompes qui viennent s'ajouter à celles qui viennent simplement remplacer une pompe défaillante, on peut reconstituer un parc et donc un film temporel de 2005 à aujourd'hui. Derrière, on vient appliquer une hypothèse, encore une fois, qui est celle du nombre d'heures d'usage en chauffe, qui, elle, dépend du climat et des usages de chacun. Et donc, à partir de ça, on peut en tirer une estimation de la production. Et là, on parle de production renouvelable. Je sais que ça peut parfois faire réagir. Là, c'est la production qui est donc rattachée directement aux calories qui sont prélevées dans l'air ou dans le sol. Donc, on fait abstraction
de la consommation électrique, notamment à travers ce qu'on évoquait un peu plus haut, le coefficient de performance de la pompe à chaleur. Et donc, c'est sous ces conditions-là que l'on peut considérer ça comme renouvelable, puisque c'est vraiment les calories disponibles dans l'air ou dans le sol. Et donc, ça, c'est pour aussi cette considération renouvelable, non renouvelable, elle est définie à l'échelle nationale par le SDES, qui a donc en charge l'harmonisation des bilans de production et de consommation d'énergie. Donc on comprend qu'à partir de cette constitution-là, qui est une reconstitution, une estimation du parc et donc de la production, tant qu'on a un parc qui est croissant parce que les ventes augmentent plus vite ou à un rythme plus poussé que les sorties de parc par fin de vie des pompes à chaleur, on aura mécaniquement une augmentation et une croissance. Donc cette question-là, elle peut être remise en question, cette dynamique-là, elle peut être remise en question puisque ça ne prend pas en compte les différences d'usage et les évolutions, les isolations par exemple qui peuvent réduire année après année les consommations, les besoins. Et donc il faut prendre pour ce que c'est-à-dire une estimation, un ordre de grandeur estimé et non pas une mesure comme ça peut l'être pour l'électricité. Et parallèlement aux pompes à chaleur, on a évoqué rapidement aussi le bois énergie. Ce sont deux filières qui aussi posent question, puisqu'on sait que les pompes à chaleur, au-delà de l'usage chaud, elles ont un usage froid qui, lui, pour le coup, n'est pas considéré comme renouvelable et qui donc peut entraîner un effet rebond. Et donc, c'est là où il n'y a pas de solution absolue ou de volonté complète de développer la pompe à chaleur comme solution en tant que telle, puisqu'elle peut avoir un effet rebond. De la même manière, pour le bois énergie, je pense qu'on l'a suffisamment évoqué, et vous l'évoquiez dans le chat un peu plus tôt, le bois a également un rôle de biodiversité, un rôle de séquestration et un rôle aussi concurrent d'usinage et de bois d'œuvre pour la construction ou pour le mobilier. Et donc, ce sont des filières qui ne peuvent pas être considérées uniquement selon une volonté d'augmentation pure. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ce soit une transition et que ce soit aussi quelque chose qui soit raisonné et maîtrisé en prenant en compte les multifacteurs et les multiparamètres que sont la séquestration carbone et les usages concurrents. Voilà pour la partie chaleur. Et Émilie, maintenant, va vous présenter un peu plus l'aspect gaz du bilan de production de cette année. Merci. Donc ici, on va voir justement une dynamique qui se confirme, qui doit être accélérée avec justement, en ajoutant la suite, Sébastien, un zoom pour détailler en fait cette filière avec l'injection donc qui est importante depuis 2020 et qui prend le pas en tout cas sur d'autres types, notamment la cogénération, l'électricité ou chaleur. Sur donc cette principale production d'injection, il y a une carte qui va permettre justement d'illustrer en fait la croissance de cette filière et en fait qui va se poursuivre avec des développements en Occitanie avec justement la mise en superposition sur cette donnée de la localisation des sites de méthanisation avec les critères technico-économiques que révélerait justement l'accès à l'implantation de nouveaux sites ou la conversion de sites précédemment de type chaudière notamment vers de l'injection. Ce qui donne une répartition donc, de cette filière avec ici en trait vert les réseaux de gaz qui sont une particularité de la région Occitanie avec un réseau de gaz biproducteur et également qui ne couvre pas par exemple la partie nord du Lot ou de Lozère. Merci Émilie. Et du coup, c'était donc pour la partie, donc c'était un bref aperçu, hein. Vous pouvez donc à la fois aller voir plus précisément dans la plaquette. Notamment, j'ai vu des questions passer sur les objectifs REPOS par filière. Ils étaient dans les graphiques présentés pour 2030 et 2035 et on peut retrouver tout ça dans la plaquette. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc les productions d'énergie renouvelable. On passe maintenant à la partie consommation. Et donc, alors je vais donc la consommation. Donc là, ici, l'idée c'est pas comme la production, l'idée c'est de la baisser. Et donc ici, vous avez une perspective historique globale, donc avec les années 2008, 2015 et 2023.
de cette production avec le par vecteur, parce que c'est une vision intéressante. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on consomme comme type d'énergie dans la consommation globale, parce que souvent on va parler de la meilleure source d'électricité, etc. Mais il s'avère qu'en fait, et comme c'est ce qui est l'information principale de ce graphique ici, on le voit, nous sommes encore globalement, l'Occitanie comme la plupart des régions de France et du monde, très très dépendants des énergies fossiles et notamment des produits pétroliers qui correspondent encore en 2023 à 43% de nos consommations d'énergie. Donc ça, c'est vraiment l'immense bloc et c'est mécaniquement l'immense bloc à réduire en priorité si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vu que les sources, par exemple, d'électricité en France notamment sont globalement quasi entièrement décarbonées, ce qu'il faut surtout, c'est réduire la consommation d'énergie fossile et donc notamment de gaz non renouvelable et de produits pétroliers. Donc c'est vraiment l'enseignement ici. Mais justement, en fait, dans cette perspective qui a notamment été abordée dans les questions, je l'ai vu, qui est quand même un paramètre important de la stratégie nationale française de grande électrification, on pourrait dire, donc des usages, donc de passer à l'électrique, vu que notre énergie euh, électrique est principalement décarbonée en France. On voit qu'en fait, dans les faits, ça se matérialise peu ici, c'est-à-dire que la part de l'électricité reste plutôt faible et que elle est pas en train du tout d'exploser en termes de consommation, parce que donc, l'idée c'est que le bleu prenne de plus en plus de place, même si le gâteau diminue, que la part du gâteau prise par l'électricité soit de plus en plus grande. On voit ici qu'on est passé de 33 TWh en 2008 à 32 TWh en 2023 pour la consommation électrique. Donc on est loin d'avoir une électrification des usages. Euh, Si on va un peu plus dans le détail, donc là, en fait, vous retrouvez la répartition dont je parlais juste avant sur la gauche de ce diagramme de flux. En fait, ici, on l'a réparti selon donc du coup les secteurs de consommation. Et donc, ce qu'on voit ici, ce que ça permet de voir de façon saisissante, c'est à quel point notre consommation de produits pétroliers est entièrement tirée par les transports routiers. Donc là, parmi les 53 TWh consommés de produits pétroliers, il y en a 45 qui le sont des transports routiers, un peu de l'agriculture, un peu du résidentiel, un peu de partout, mais c'est vraiment principalement les transports routiers qui sont le principal secteur de consommation à réduire. Et vient ensuite le résidentiel par la consommation de chaleur et d'électricité, principalement pour le chauffage, puis l'industrie et le tertiaire. Donc il y a vraiment, en termes de consommation, les leviers sont à la fois évidents et évidemment difficiles à faire baisser vu comme on voit ici dans la trajectoire. Donc ici vous avez une courbe empilée justement de cette consommation d'énergie en Occitanie. Et donc en fait ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que cette consommation elle baisse, elle n'est pas non plus en train d'augmenter, elle baisse doucement. Et si on doit voir des signaux encourageants, par exemple, c'est le fait que, donc on voit bien ici en 2020 une baisse de la consommation d'énergie, donc que tout le monde connaît bien, qui était due en fait au confinement issu de la crise Covid, du début de la crise Covid, et donc qui avait été en fait un effet drastique sur la consommation d'énergie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait il y a eu un rebond, effectivement, il y a eu un rebond de consommation d'énergie post-confinement. Donc en 2021, on a vraiment observé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la trajectoire de baisse, elle continue. Et surtout, c'est qu'en fait, en 2023, on est revenu à un niveau qui est sensiblement équivalent à celui des confinements. Et cette fois, sans confinement. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle baisse qui est observée. Alors, elle est loin d'être suffisante par rapport aux objectifs REPOS. Il faut vraiment accélérer, mais elle est là et donc la trajectoire va déjà dans le bon sens. Elle va pas assez vite, mais elle va déjà dans le bon sens. Et après, les répartitions entre secteurs, eux, sont plutôt stables, on va dire, avec le transport qui prend la plupart de la part de ces consommations. Et donc, si on focalise justement sur le transport, ce qu'on voit, on retrouve l'histoire du début, qui est globale, qui est que la consommation de gasoil et d'essence dans l'énergie du transport est massive. Il y a vraiment les biocarburants et l'électricité sont encore plutôt négligeables dans la consommation occitane
liés au transport. Et donc c'est vraiment ça, un levier immense, donc qui est évidemment difficile, mais qui est vraiment en même temps la perspective est claire pour la baisse des émissions, des consommations d'énergie et donc des émissions de gaz à effet de serre. Et donc là-dessus, on avait fait un focus. Donc là, c'est pas ça, vous le trouverez pas dans les chiffres clés de cette année, mais vous le trouverez dans les chiffres clés de l'année dernière. Donc vous pouvez aussi trouver dans l'univers SEO sur notre site. Donc c'était un focus qui était fait à partir d'une étude du SDES, notamment par Aurélien Bigot, qui est un grand spécialiste de la transition des transports. Et c'est une étude qui était particulièrement intéressante qu'on avait trouvé nécessaire. Donc là encore, on n'est pas à l'échelle Occitanie, donc c'est l'échelle France, mais en gros, ce sont des leviers qui s'appliquent entièrement et de façon parfaite à l'Occitanie. C'était une étude en fait par nombre de trajets et par émissions de CO2 liées. Donc ça demande un petit peu de comprendre le principe, mais en gros, les camemberts ici sont en code pour le nombre de trajets. Donc plus le camembert est gros, plus il y a de trajets qui font cette distance. Et vous voyez en fait sur l'axe des X, les trajets de 0 à 1 km, les trajets de 1 à 10, etc., jusqu'à les trajets de plus de 1000 km. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'en nombre de trajets, ce qu'on fait le plus souvent, c'est surtout des trajets de 1 à 10 km. Ça va être le trajet domicile-travail, puis tous les trajets de convenance pour faire les courses, etc. Donc, c'est le 1 à 10 km. Ça constitue plus de la moitié des trajets que les gens font en France. Parmi ces trajets, donc le code couleur, c'est comment on le fait. Et ce qu'on voit, c'est que parmi ces trajets de 1 à 10 km, en fait, l'immense majorité, on n'est pas loin des trois quarts, sont faits en voiture en France c'était en 2000, donc l'étude date de 2024, mais c'est donné de 2022, si je ne me trompe pas, ou 2019, je ne sais plus. Et donc, plus de la moitié des trajets font entre 1 et 10 km et sont en immense majorité faits en voiture. Et donc ça, les solutions, en fait, elles sont assez évidentes. C'est de remplacer, dans un premier temps, donc soit de diminuer ce nombre de trajets avec plein de méthodes qu'on peut imaginer, qu'on détaille en bas, je vous invite à aller le voir, soit de le remplacer par autre chose que la voiture, ce qui paraît l'idée la plus pertinente. Et en dernier lieu, si c'est vraiment essentiel, de remplacer la voiture par une voiture qui ne va pas consommer de produits pétroliers. Donc là, il y a vraiment un effet là-dessus qui est jouable. Mais si, en fait, la perspective intéressante, c'est de mettre ça en parallèle avec les émissions de gaz à effet de serre associées. Et ce qu'on voit ici, surtout, c'est que tous ces trajets, qui sont plus la majorité de 20 à 10 km, en fait, c'est pas une grande part. C'est au final que 15% des émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Et qu'en fait, ce qui est surtout important de remplacer en termes d'émissions, c'est les trajets de 10 à 100 km, qui eux sont quasiment intégralement faits en voiture thermique, moteur thermique. Et surtout aussi, un autre point, par exemple, c'est les trajets de plus de 1000 km, qui sont que 0,1% des trajets en nombre, sont eux encore à 18% des émissions, et parce que principalement, ils se font en avion. Et donc, du coup, on voit ici que, en fait, selon comment on regarde, les leviers sont pas les mêmes. Et surtout, c'est qu'ici, en fait, il y a des leviers, mais qui sont les mêmes partout en Occitanie, en France et dans le monde, qui sont de favoriser donc pour les trajets en avion, c'est de favoriser le tourisme local, de substituer le train quand c'est possible, parce que le train en France, il est électrique et donc très largement décarboné. Et donc, il y a des axes comme ça à faire, de politique publique et de changement de mode de vie qui sont à faire sur chaque secteur longueur de trajet différemment. Donc, je vous invite à aller voir dans notre plaquette de l'année dernière pour avoir tout ce détail, et puis dans l'étude du SDES qui est passionnante si ça vous intéresse. Et donc ici, c'est pour faire le lien et progressivement clore la présentation sur les mesures qu'on peut mettre en place. Et donc cette année, dans la plaquette, on a fait un focus sur justement la sobriété, et je vais laisser Noémie vous en parler. Oui, donc comme on l'a vu dans toute la présentation, la région Occitanie, dans le cadre de la stratégie REPOS, a vraiment pour objectif de couvrir sa consommation d'énergie finale par la production d'énergie renouvelable locale. Mais il y a aussi un autre levier sur lequel on peut jouer, et c'est du coup ce qui s'appelle la sobriété. Donc il y a deux concepts un peu différents qui sont la sobriété et l'efficacité énergétique, donc qui peuvent tous deux induire des réductions de consommation, mais qui sont qui sont pas les mêmes concepts. Donc l'efficacité énergétique, on entend en fait faire pareil, mais en consommant moins grâce à des équipements qui peuvent avoir par exemple un meilleur rendement. Donc ça peut être par exemple l'isolation de bâtiments,
avoir une voiture qui consomme moins, avoir des véhicules à motorisation électrique. Tandis que la sobriété, c'est vraiment questionner nos besoins, changer les usages, et ça peut être par exemple se déplacer autrement, consommer moins mais mieux, réduire ses trajets, etc. Et cette sobriété, elle n'est pas seulement bonne pour le climat, elle a aussi plusieurs co-bénéfices pour la société. Donc à la fois, elle rend nos territoires plus résilients, elle peut permettre aussi de réduire les inégalités et d'améliorer la santé, la qualité de vie.